Doris Djamba est un auteur de plusieurs ouvrages édités en Europe, détenteur de 10 prix littéraires en 2021 par Emma au Cameroun et prix Mapendo en République démocratique du Congo. J'ai plein de manuscrits, plein de projets et pour les années à venir. Derrière l'écrivain, je suis, comme tout homme, je suis très sympa, je suis un homme très calme, très respectueux. Donc c'est ça, un homme qui se cache derrière l'écrivain. Je suis très ouvert à tout le monde. Et en plus, je ne conçois pas de voir les gens souffrir. Je ne conçois pas un homme qui est très philanthrope et je suis tout le temps en écoute. Un homme qui aime les reproches, un homme qui aime des conseils, un homme très ouvert à tout le monde. Oui, ça fait beaucoup d'années, vraiment beaucoup d'années. Bon, moi, je ne me voyais pas vraiment écrivain, mais bon, j'aimais beaucoup plus de faire autre chose, la musique, le football. Mais est arrivé à un moment, j'ai eu vraiment le désir de commencer à aller consulter des livres, aller dans des librairies et aller dans des bibliothèques. Et même là où j'étudiais, mes amis connaissaient, donc j'étais trop dans la lecture. Et donc après, je me suis dit oui. Donc je suis appelé à écrire. Donc, et j'ai fait de ça ma passion. Je me suis focalisé dans l'écriture, je suis focalisé dans des recherches scientifiques et ce qui m'a fait aujourd'hui écrivain. J'ai écrit parce que j'ai des choses à raconter. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix de ceux et de celles qui n'ont pas le pouvoir de transmettre des messages au monde. J'aime écrire parce que j'ai des histoires. J'aime écrire parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde que je dois raconter. Il y a des choses qui passent en Afrique, il y a des choses qui passent en Europe, en Asie, que le monde doit savoir. Et c'est le but dans lequel je me suis mis dans l'écriture parce que le monde doit savoir, le monde doit être au courant de tout, L'écriture représente énormément beaucoup dans ma vie. L'écriture m'a ouvert des portes. L'écriture m'a donné des relations. L'écriture m'a fait vivre un autre monde. L'écriture m'a permis de voir autre monde que celle que foutu. Aujourd'hui, dans ma vie, l'écriture représente beaucoup. L'écriture me sert comme un connecteur avec le monde. L'écriture m'a beaucoup permis d'avoir des relations. L'écriture me permet de parler avec des gens que je ne connais pas. L'écriture me permet de me connecter dans le monde. C'est en 2010, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à fréquenter des librairies, j'ai commencé à aller dans des bibliothèques. C'est en 2010. Je lisais aussi à l'école. On avait une sorte de rencontre littéraire et mon professeur de français, je dirais notre professeur de français, nous obligeait à chaque examen de français, on devait aller procurer un roman, le lire et on venait l'exposer devant le public. Et en force de cela, ça m'a donné le goût de commencer à écrire. Là, je lisais toujours. Et arrivé en 2011, j'ai commencé à écrire des petites histoires et je faisais lire à mes proches, à mes vieux, à mes sœurs, que des personnes que j'ai côtoyées. Donc je les faisais lire ce que j'écrivais à l'époque. C'est en 2011, j'ai donné des histoires que j'écrivais, des petites histoires, mes inspirations. Et à ce moment,
On me disait non, voilà, tu écris bien, mais il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut ajouter ça, il faut ajouter ça. Et ça m'a permis d'ouvrir un peu les champs, d'approfondir mes recherches. Et voilà, et en 2012, là, vraiment, j'ai commencé à élargir les champs. Et là, j'ai commencé à écrire des romans, des 50 pages, des 60 pages, des 75 pages. C'est comme ça que j'ai évolué dans l'écriture. Alors, mon tout premier texte, c'était Les Interdits. Les Interdits, je me rappelle en 2011, je l'ai écrit. C'était une très très belle histoire, mais c'était une courte histoire parce qu'à l'époque, j'avais pas la capacité d'écrire de chapitre en chapitre. C'était le début. Et c'était une petite histoire. Donc, je parlais des interdits. Il y avait un monsieur dans ce village. Il y avait un animal maudit et que personne ne permettait de le chasser ou de le manger. Le monsieur a enfreint donc la loi, les règles, et le monsieur a tué l'animal et c'est toute sa famille qui subissait la malédiction. C'était une très très belle histoire. Je me rappelle très très bien, ou je me souviens parfaitement bien le jour où je me suis dit je vais devenir écrivain. Je me rappelle parfaitement comme si c'était hier. J'étais à l'école. À l'époque, j'avais acheté un roman de Zamenga, Batukezanga. Je lisais beaucoup plus ces romans. Et une fois, je me suis dit, mais est-ce que je peux devenir ou je peux faire plus que ce monsieur? Et voilà, il y avait comme un déclic. Et je me suis dit, je dois faire mieux que Batukezanga parce qu'il était tellement connu jusqu'à présent au Congo, en République démocratique du Congo. C'est vraiment une icône. Donc, il est très très connu, malgré qu'il est mort, mais ses œuvres parlent à sa place. À l'époque, quand j'ai commencé à lire, quand je me suis intéressé dans la littérature, quand je me suis intéressé dans la culture, personne, je précise, personne ne croyait en moi. Personne, même dans ma famille, beaucoup me voyaient comme un fou. Beaucoup me disaient, mais qu'est-ce que tu allais foutre dans la littérature au Congo? Il n'y a pas des écrivains connus, il n'y a pas des écrivains qui vivent bien, tu vas souffrir, voilà. Personne ne croyait. J'étais le seul à croire à ma vision, à ce que je ressentais. À l'époque, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles, quand je dis beaucoup, parce que, imaginez-vous, mon entourage, mes amis, personne ne s'intéressait dans la littérature. Alors, j'étais le seul à parler de la littérature, le seul à écrire. Alors, et à tout moment, quand je voulais me concentrer pour écrire, ils venaient me chercher à aller jouer au football, la musique, à aller jouer. Et j'avais pas vraiment un espace qui me permettrait à écrire ou à me concentrer pour avoir des idées. Je n'arrivais pas et c'était vraiment pénible. Et parfois, j'écrivais la nuit et à l'époque, il y avait déjà des moustiques qui me piquaient la nuit. C'était pénible, mais je m'efforçais à écrire la nuit parce que la journée, c'était un peu compliqué parce que mes amis venaient me chercher. Il y avait des courses à faire à la maison, tout ça. Je ne prenais pas vraiment le temps. Et c'était la nuit et j'écrivais beaucoup. Je me rappelle très très bien à l'époque. Donc je voulais écrire comme les grands, je voulais écrire comme les auteurs que je lisais, avoir
avoir la maîtrise de l'écriture. Et pourtant, à l'époque, j'avais pas tous les outils possibles pour écrire comme un écrivain professionnel. Et j'écrivais avec beaucoup d'arrogance. Et voilà, je me vantais et je pensais pouvoir arriver au sommet. Pourtant, c'était encore le début. Et à chaque fois que je faisais lire mes écrits, j'avais toujours reçu voilà, des reproches. Voilà, tu fais ça. Prenez le temps de lire, prenez le temps de consulter, prenez le temps d'approfondir vos recherches avant d'écrire. Je vous présente Philo Femme d'affaires, un roman connu de tous. Philo Femme d'affaires, le tout premier roman édité en France aux éditions Jet d'encre en 2019. Donc, j'ai reçu plein de messages, plein de questions que je devais répondre. J'ai écrit ce roman pour transmettre un message au monde, pour toutes ces personnes qui veulent se venger, et ce livre est pour vous. Ce livre est pour vous, ça va vous aider de ne pas commettre de bêtises. Ce roman, je l'ai écrit pour remettre en question toutes ces personnes qui ont l'idée de se venger ou déjà se préparent à se venger, que la vengeance n'est pas du tout bon. La vengeance cause toujours des problèmes, cause toujours des situations très compliquées dans la vie des gens. En résumé, ce roman parle d'une histoire très courte. Une femme, femme d'affaires triplée, et les jours de leur anniversaire, elle ne se sentait pas bien. Elle est restée à la maison. Sa famille et ses sœurs ont pris le vol pour Dubaï pour aller célébrer leur anniversaire. Mais elle était malade et elle était restée à la maison. Et l'avion a eu un crash. Quand l'avion a eu un crash, Philo n'arrivait pas à supporter de voir perdre toute sa famille, mais bien qu'elle était héritière, elle a hérité tous les biens de sa famille, mais elle n'était plus heureuse. Alors, elle voulait se suicider. Alors, à la place de se suicider, elle s'est décidée de se venger. Alors, quand elle sortait avec des hommes comme ça, et elle a attrapé le VIH. Quand elle a attrapé le VIH, elle commençait à sortir avec n'importe qui, les enfants, les adultes. Donc, sous son influence de l'argent, elle payait des hommes et elle couchait avec tout le monde. Et elle a transmis la maladie ou le virus à presque les hommes dans la ville. Et à la fin, elle a fini sa vie en prison et elle a été aussi empoisonnée. Tout ça, c'est une histoire très effrayante et c'est aussi captivant. C'est pourquoi j'avais dit au début, c'est pour toutes ces personnes qui veulent se venger. L'objectif était de stopper l'hémorragie de la vengeance. C'est ça mon objectif pour ces romans, c'est stopper la vengeance qui coule dans le monde. La scène qui me reste toujours en mémoire, même si je ne lis pas ces romans, mais la scène qui me reste en mémoire, c'est quand Philo, elle a fait déplacer son fils pour sortir avec l'ami de son fils. Elle a fait déplacer son fils aux États-Unis, comme elle avait beaucoup d'argent, elle a fait déplacer son fils et aussi elle a tenté de séduire l'ami de son fils. Et elle a commencé à coucher avec ce bonhomme de 16 ans. Et un jour, ça fait 2 mois, son fils aux États-Unis a décidé de venir rendre visite à sa maman, mais ça l'informait. Alors, il s'est arrivé aussi, c'était un week-end, Philo était avec l'ami de son fils dans la chambre. Et quand son fils est arrivé au Congo, il a appelé personne
Il a appelé personne et il est venu à la maison et il a trouvé sa mère avec son ami. Et le garçon a commencé à dire à sa mère, ah, c'était ton objectif, tu voulais me faire déplacer pour coucher avec mon ami. C'est la scène qui me reste en tête chaque jour. J'ai appris beaucoup de choses en écrivant. J'ai dit, j'ai appris beaucoup en écrivant. Et c'est comme un pasteur. Quand tu prêches aux fidèles, il faut que ta vie se ressemble aussi à ces messages. C'est ça que j'ai appris en écrivant. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a des scènes que j'écris et qui me restent en tête et ça me sert aussi des leçons que je dois me comporter de telle manière, que je dois faire ça et ça et ça et ça. Je dois respecter les gens, je dois vivre comme ça. Donc toutes ces scènes-là que j'écris, ça reste dans ma tête et ça me sert aussi des leçons et ça m'ouvre aussi d'esprit pour rester toujours en alerte, que je ne dois pas tomber dans des scènes que j'écrive moi-même parce que je ne peux pas me retrouver dans des scènes que je suis en train d'écrire et de la vivre. Non, je fais toujours un effort que quand j'écris une scène, ça reste dans ma tête et ça me sert des leçons. J'écris différemment, oui. Aujourd'hui, j'écris très différemment. Le début, c'était toujours compliqué. J'avais pas assez des outils. J'avais pas assez de matière aussi. Et ma manière d'écrire, c'était encore au début. Mais là, j'ai pris le temps, j'ai lu, j'ai continué à lire des grands auteurs et ça me permet aussi d'améliorer de mon côté ma plume, ma réflexion des scènes, d'arranger toutes les choses et pour donner aussi une belle image dans ce que je fais. C'est une très très grande différence et vous verrez dans la prochaine parution de mon roman, il y aura vraiment une très très différence entre mes anciens romans et celui qui va sortir très bientôt. Maintenant, je vais vous lire un extrait de ce roman que j'aime beaucoup aussi. C'est parmi des scènes très captivantes et aussi émotionnelles. À 10h du matin, Philo, dans ses courses, sentit les douleurs d'enfantement et s'est rendu compte que le moment était venu de donner naissance. Aussitôt, elle appela son mari pour qu'il l'accompagne en urgence à l'hôpital. Celui-ci étant loin, elle a préféré de se faire accompagner. 2 minutes après son arrivée à la maternité, le docteur se présenta et constata qu'elle était à terme. Assisté par 2 sages-femmes, le docteur tenta de l'aider à accoucher, mais sans succès. Philo s'est tordé de douleurs atroces et pleureux, réclamant de tout son cœur la présence de son mari. Le docteur appela à nouveau Ilanga pour l'informer de la gravité de la situation. Ce dernier fonçait déjà à vive allure vers l'hôpital, ne pensa qu'à son épouse. Malheureusement, alors qu'il empruntait la venelle de l'hôpital, paf, se fit l'accident. Il se trouva coincé sous une remorque. Pire encore, incapable de supporter autant de douleurs, sa jambe gauche étant fracturée, il s'urina dessus. Au bout de quelques minutes de réanimation, à l'hôpital où se trouvait son épouse, Ilanga rendit l'âme. Le docteur prit courage et annonça à Philo le décès de son mari. Alors qu'il se rendait à son chevet à l'hôpital, il avait succombé aux blessures causées par un accident de circulation. Philo pleurait et gémissait, le visage trié de larmes chaudes et de morve qu'elle essuyait de sa main. Alors, bouillonnante, troublée d'apprendre le décès de son époux, brusquement, la veuve donna naissance à un bébé mâle sous l'émotion et aux douleurs qui tourmentaient son cœur.
Son état de délire et de déchirement intérieur était si profond que personne ne parvenait à le réconforter. Philo nomma son fils Mango Christian. C'était ça l'extrait de ce roman que j'ai tenté de lire pour vous. Tout au long de l'histoire, Philo a passé des moments extrêmement difficiles. Et j'aime bien cette scène. Ça montre la douleur, ça montre comment elle a donné naissance sous la douleur après avoir appris la nouvelle du décès de son mari et elle a donné naissance. Donc aussi pour montrer comment la femme souffre pendant l'accouchement pour donner une vie à un enfant. Deuxième roman, je vous présente Amour ou malédiction, le roman qui a remporté le prix littéraire Pablo Emma en 2021 au Cameroun. Voilà le roman Amour ou malédiction. La raison pour laquelle j'avais écrit ce roman pour dénoncer les incestes qui se font dans le monde. Dans ce roman, je parle d'un monsieur très brillant dans l'université, très brillant dans l'université, et son professeur, ils étaient au nombre de 5 étudiants, lui était le plus brillant. Alors parmi les 5, le professeur est venu leur demander s'il voulait aller en avant. Et lui, le monsieur avait accepté de suivre la voie que ce professeur l'avait recommandée. Voilà, disons que le fétiche, il est allé multiplier son intelligence et tout ça pour avoir beaucoup d'argent. Et le monsieur, effectivement, autour de 27-28, il était retenu à l'université comme l'assistant et est devenu ensuite le professeur. Très brillant, très intelligent et avait beaucoup d'argent. Et au fil du temps, le monsieur, là où il avait pris les fétiches, donc on l'avait proposé, maintenant il est temps de faire des sacrifices. Le premier sacrifice était de commencer à coucher avec ses filles. Le monsieur avait deux filles et c'était pénible pour lui, mais bon, avec le temps, comme il faisait des cadeaux à ses filles, et le monsieur arrivait à convaincre ses filles. Et il commençait à coucher avec ses propres filles. Et quand ses filles tombaient enceintes, il avait déjà son ami docteur, voilà, déjà il avait beaucoup d'argent, et son ami docteur qui faisait le travail d'avortement. C'est ça, et ensuite le monsieur, les choses ont mal tourné, il est tombé malade, il devait subir une opération et tout, il est mort. Et le jour d'enterrement, il y avait des gens qui témoignaient du bien de monsieur parce qu'il faisait aussi du bien. Il parlait avec tout le monde, il faisait des cadeaux dans la venue, il achetait des choses, tout ça. Il y avait des gens qui témoignaient ses bienfaits et voilà. Et à la fin, c'est sa fille qui a pris la parole. La fille aînée, c'est elle qui a pris la parole et elle a dénoncé tout ce qu'ils ont subi par leur papa. L'objectif, comme je venais de dire, l'objectif que j'écris ces romans, c'est pour dénoncer. C'est pour dénoncer les incestes qui se font dans le monde. La scène qui me reste toujours en tête, que je ne peux jamais oublier, c'est les jours de l'enterrement. Les jours de l'enterrement, après, quand tout le monde est passé pour donner des éloges au monsieur, et à la fin c'est sa fille aînée qui a pris la parole. Et quand la fille a expliqué au monde ce que leur papa faisait avec eux, sur place il y avait
il y avait comme la fête du monde, il y avait comme la fin du monde. Chacun partait, chacun quittait les lieux parce qu'il y avait des autorités qui partaient. Il y avait des professeurs, il y avait ses camarades, il y avait ses collègues qui quittaient les lieux et ils ont abandonné le monsieur dans son cercueil. Même sa femme est partie. Tout le monde est parti et ils ont laissé le cercueil seul. Je vais vous lire un extrait, un tout petit peu, le témoignage de sa fille aînée. Vous allez adorer. Je suis la fille aînée du professeur Kiala, l'homme que vous voyez dormir dans cette boîte. Je suis planté devant vous pour vous relater sa vraie histoire. En venant écouter avec attention tous ces beaux témoignages, c'est bien, mais laissez-moi affirmer en vous donnant une vraie version de tout ce que vous venez de dire. Tout le monde cria et donna son attention vers la fille pour écouter la suite de son discours. Elle enchaîna. Notre papa est inéligible pour tous ces beaux témoignages. Il est indigne de recevoir tous ces éloges. On croirait qu'il était saint. Je n'ai jamais vu un tel père dans le monde et j'ose croire que vous serez déçus et vous allez me rejoindre à la fin de mon discours. Le modérateur voulut l'interrompre parce qu'il ne comprenait plus de quoi il s'agissait. Alors le ministre des études supérieures interdit directement le modérateur de la toucher, plutôt de la laisser avouer ce qu'elle connaissait de son père exactement. Je vous dis la vérité, l'homme que vous voyez dormir dans ce cercueil sortait avec nous. Il couchait avec nous, ses propres filles, et nous a fait plusieurs fois avorter. Tout le monde cria. Là, c'était encore pire, car tout le monde était curieux et voulait écouter le discours jusqu'à la fin, parce que cela venait très sérieux, cette histoire. Les autorités tournèrent et fixèrent les regards vers la fille. Nous étions ses concubines, voilà pourquoi ils nous interdisaient d'avoir des relations avec les garçons, prétextant qu'ils vont nous utiliser comme leur machine sexuelle. Ils nous surveillaient de près, voulaient toujours satisfaire à tous nos besoins. Nous n'avions pas de problème en ce qui concerne nos besoins. Il nous amadouait juste pour atteindre son objectif, celui de coucher avec nous. Lorsqu'il nous a soumis cette proposition de vivre une relation amoureuse, nous étions très confuses. Mais avec le temps, nous y avons pris goût et voilà où tout avait commencé. Moi, qui suis devant vous, j'ai été victime d'avortement et cela m'a beaucoup compliqué. Dans ce cas, les docteurs n'avaient plus d'autre choix que de m'enlever la matrice. Ma petite sœur Malamba, elle aussi fut victime de cet avortement précoce, mais c'est elle qui avait au moins cette chance et de n'avoir aucune complication dans cette situation. Notre cadette aussi. Notre papa nous a confié chez son ami docteur Yemba pour des opérations malsaines. Je le confirme, il nous utilisait sous son emprise. Il ne mérite aucun honneur. Il est sorcier car il a détruit la vie de ses propres filles. Maintenant, il est parti, alors nous, qu'est-ce que nous allons encore faire dans ce monde? Qui va nous encore prendre en mariage avec toutes nos réalités? C'est la scène que j'aime beaucoup dans ces romans parce que c'est la fin de l'histoire et imaginez-vous, au début, vous avez entendu des beaux témoignages venant du public, voilà, des voisins, des étudiants, et à la fin, vous écoutez un tel témoignage de sa propre fille aînée. J'ai beaucoup aimé et je continue toujours à aimer cette scène.
mon laboratoire, tout est organisé. J'ai une liste que j'adresse. Donc, je vais nommer tous les personnages que je vais utiliser et je vais trouver des noms pas trop employés, des noms anciens, tout ça. Je vais donner à chacun le rôle, la place et voilà. Si j'ai donné les noms comme Doris, là, je connais la personne et je vais vraiment copier ses caractères, sa façon, là c'est autre chose. Mais mes personnages sont beaucoup plus fictifs, avec des noms très anciens, comme je viens de dire, très très anciens. C'est la question qui me revient souvent, comment je trouve mes idées. Donc, je dirais, je n'ai pas la magie, je n'ai pas d'autres méthodes, mais ça me vient comme ça. Donc, une fois, je vais écrire une scène où je vais écrire une histoire qui parle de ça. Et parfois, ça m'arrive comme ça, en cours de route, pouf, il y a peut-être une image qui monte et je vais l'écrire. Raison pour laquelle je côtoie du monde. J'aime écouter les gens parler en cours de route parce que ça me permet, étant qu'écrivain, d'avoir l'idée, de s'inspirer de ce que les gens parlent, de ce que la rue parle. Ça me permet vraiment d'avoir beaucoup d'idées. Donc j'ai une fiche que j'écris tous les personnages. J'ai une fiche que j'écris tous les personnages et leurs rôles. Et ça me permet, à chaque fois, j'aurai besoin d'utiliser telle personne dans tel chapitre, je vais me référer à lui, c'est telle personne, lui, c'est telle personne, elle, c'est telle personne. C'est comme ça que j'élabore mes personnages. Une fois j'ai l'idée générale de ce que je vais écrire, je vais faire une note. Beaucoup plus dans mon ordi, je fais une note, je vais écrire des grandes lignes de chaque chapitre. Dans ce chapitre, je vais écrire ça. Ouais, ça me permet d'avoir plein de choses à écrire parce que déjà mon expérience, j'ai vu beaucoup de choses, je connais beaucoup des histoires, je vois des choses, comment ça se passe dans le monde, les informations à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux. Et toutes ces informations-là me permettent donc d'écrire des scènes, de finir mes histoires. Donc c'est une belle expérience que je suis en train de vivre. Mon plus grand défaut étant écrivain, ça m'arrive parfois de comparer mes œuvres à certains auteurs. Tu vois, ce n'est pas évident quand tu écris un premier jet d'aller comparer ton manuscrit avec un roman déjà édité. Il n'y a pas match. Un roman édité, il a passé dans les laboratoires, il a été étudié, réécrit, recorrigé, et le roman a subi plusieurs modifications. Alors, ça m'arrive toujours, là je dis franchement, ça m'arrive toujours à comparer les premiers jets que j'ai écrits à des romans déjà édités. Et c'est mon plus grand défaut. Ma plus grande qualité, je dirais, je suis patient. Je suis patient même si pendant que j'écris, je n'ai pas d'inspiration ou j'ai d'autres choses à faire. Je reste toujours patient, même après 3 mois, 4 mois, 1 an, je reviendrai toujours pour finir ce que j'ai commencé déjà à écrire. Je suis très patient, même quand il y a des difficultés, il y a des choses qui ne marchent pas, je manque de scènes, il faut ajouter ça, ou soit trop de reproches, on te dit non, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut ajouter ça, et telle chose. J'ai toujours été patient. Je refuse toujours que mes romans ressemblent à ce que j'ai déjà lu. Donc j'ai mon monde. J'aime que mes romans soient atypiques. J'aime pas que mes romans soient comparés. Ah, tu vois, ta plume, elle est pareille à celle de telle personne. J'aime vraiment rester atypique dans ce que je fais, dans mes romans. Je reste atypique. Si tu lis mon roman,
tu verras que donc c'est un monde à part. Donc c'est un monde à part. Je reste vraiment atypique et je vais vraiment rester comme ça tout au long de ma carrière en tant qu'écrivain. Je reste toujours optimiste dans ce que je fais. Je sais qu'un jour, il y aura des portes qui vont me s'ouvrir. Il y aura des belles opportunités que je vais rencontrer au cours de mon chemin. Et je reste vraiment optimiste. Je dirais certainement oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois voilà, d'avoir cette idée d'abandonner l'écriture parce que rien ne marchait. Oui, bien que j'avais la vision, je voyais des choses autrement. Et j'étais né vraiment à l'époque, j'avais rien du tout, j'avais pas de financement et tout ça. J'avais vraiment envie d'abandonner, mais j'avais des histoires dans la tête qui m'empêchaient à déposer les stylos. J'étais tout le temps confronté dans ces deux mondes, abandonner ou continuer parce que je voyais absolument rien. Voilà, la critique qui m'a fait vraiment beaucoup plus progresser, à partir de ces premiers romans, Philo, femme d'affaires. Il y avait des gens il y a beaucoup qui m'ont encouragé et j'ai reçu aussi des critiques ou des conseils. Il y a des gens qui m'ont dit non, l'histoire elle est belle, mais elle manque aussi certaines informations. Il te faudrait beaucoup lire avant d'écrire de prochains ouvrages. Continue à lire, continue à faire des recherches, lis beaucoup plus des grands auteurs avec des intrigues solides, avec des structures très solides. Ça te permettra d'avoir des choses autrement. Et voilà, j'ai continué à lire jusqu'à présent. J'ai continué à lire, j'ai continué à faire des recherches. Si aujourd'hui, j'ai recommencé à réécrire mes livres déjà édités, je ferais mieux, beaucoup mieux. Parce que je me rappelle, Philo, femme d'affaires n'était pas, je crois, 96 pages. C'était un gros livre, mais à l'époque, tout le monde me conseillait, comme c'est le début, il faut supprimer certaines scènes, il faut retirer ça, comme c'est le début pour que les gens te lisent. Alors, j'avais pas le choix à l'époque, j'avais pas vraiment aussi très professionnel. J'ai retiré plusieurs scènes et j'ai réduit le roman à un petit format. Tandis que c'était vraiment un gros format, voilà, mais à l'époque, j'avais pas vraiment assez d'expérience. Alors, je dirais à Cédoris de ne pas être pressé. Je dirais à Cédoris de lire, de continuer à faire des recherches avant d'écrire de nouveaux romans. Il faut lire, continuer à écrire, faire des recherches, être patient, avoir encore d'ambition, avoir une vision plus large. Les prix littéraires représentent beaucoup de choses dans la vie d'un écrivain. Représentent beaucoup de choses, je dirais, ça va vous donner encore la confiance en soi, ça va encore vous booster dans votre carrière, ça va changer beaucoup de choses, et malgré toutes ces récompenses, et ça ne change pas la vie d'un écrivain. Un écrivain de métier, il reste toujours un écrivain, il va continuer à faire son travail, ça ne va rien changer, ça ne va rien bouger dans sa carrière. Je pense toujours être un écrivain qui va laisser des traces sur terre. J'ai déjà un projet en cours de correction. J'ai déjà fini à écrire le projet en cours de la correction. Alors, j'ai prévu aussi un extrait de ce projet qui sera bientôt édité. Dès que 5 heures sonnèrent, le poulailler s'éveilla dans un concert de conquêtement.
Le vacarme transperça le mur et tira Melinda du sommeil. Elle se redressa des bandes, le buste en avant. Ses doigts se refermaient sur le vide, chercha encore la main qui venait de disparaître. Pendant quelques secondes, elle resta immobile, tentant de reprendre son souffle. Elle tourna la tête vers son mari. Il dormait toujours. Passant ses jambes sur un côté du lit, elle s'assit. Ses pieds nus rencontrèrent le sol froid et un frisson la parcourait. La tête appuyée sur sa main gauche, les paupières lourdes, elle tenta de retenir les fragments du rêve qui lui échappaient déjà. Son regard dériva vers un angle sombre de la chambre, comme si une présence insaisissable l'y attirait. L'envie de raconter son rêve à Mombasa la traversa. Elle hésita à les réveiller. Sa main resta suspendue au-dessus de son épaule. Daddy, m'attends-tu? J'aimerais discuter d'un sujet avec toi. Daddy, m'attends-tu? J'aimerais discuter d'un sujet avec toi. Dans ce silence épais, sa langue resta collée. Sa main demeura suspendue au-dessus de son épaule, puis elle la retira. Elle attendit quelques instants, tentant de chasser les pensées sombres qui la submergeaient. Elle risqua de les réveiller de nouveau, puis déterminée que jamais. « Qu'est-ce qui se passe-t-il, Mombasa? Pourquoi m'ignores-tu » Sans un regard, il se tourna sur le côté droit, entraînant la couverture dans sa rotation. Il s'enfonça davantage dans les profondeurs de son sommeil, comme si chaque syllabe prononcée par Melinda les repoussait un peu plus loin dans un autre monde. Debout dans la lumière pâle du matin, elle inspira à nouveau, comme pour rassembler ses forces. Après sa douche, elle enfila l'une de ses robes préférées, un corsage en panne au motif familier, puis chaussa ses bottes. Devant la psyché ébréchée de la chambre, elle brossa ses cheveux touffus, les humidifia pour mieux les discipliner. Une fois prête, elle se pencha vers son mari endormi et lui offrit une entraide silencieuse avant de quitter la maison. Dehors, les rues respiraient encore le calme. Melinda prit la direction de la concession agricole où les femmes de la communauté se trouvaient pour labourer la terre. Tout au long du chemin, le visage du rêve revenait, puis celui de Mombasa. Melinda accéléra les pas. 45 minutes plus tard, Melinda atteignit enfin les champs. Ses bras lâchèrent presque vers les bas par les outils sous l'assaut des palpitations. Elle déposa ses charges à l'ombre d'un arbuste, puis se baissa, une main plaquée contre ses reins endoloris. Adossée au troc rigoureux du vieux baobab, elle reprit un peu son souffle. Les vertiges s'estompèrent. Elle fouilla dans son sac, puis dans une petite poche tout au fond de ce dernier et en tira un bout de papier. Lorsqu'il releva la tête, son regard croisa celui de Noël, le jeune chargé de veiller à la sécurité et à l'irrigation des champs. « Bonjour Noël, je peux vous parler quelques minutes s'il vous plaît? »« Bonjour Madame Melinda, bien sûr. » Il posa les deux bidons d'eau qu'il portait. « Ok, je suis là. » « Est-ce que je peux utiliser votre téléphone? J'aimerais appeler mon père. » Il sortit le téléphone de sa poche et s'avança. « Tenez, Madame Melinda. » Elle composa les numéros griffonnés sur les feuilles froissées, porta le téléphone à son oreille droite et attendit quelques secondes avant d'inspirer. « Allô? Bonjour papa, c'est May. » Silence. L'appel se coupa.
Elle resta quelques secondes. Elle resta quelques secondes, le téléphone collé à son oreille. Elle resta quelques secondes, le téléphone collé. Elle resta quelques secondes, le téléphone contre son oreille, comme si son père pouvait revenir dans la ligne. Elle regarda l'écran. Noël baissa les yeux. Noël baissa les yeux. Elle lui rendit le téléphone. Noël s'éloigna. Arrivée au premier sillon, elle planta la houe dans la terre. La quatrième, ses yeux se remplirent de larmes. Elle essuya son visage avant que quelqu'un ne la voie. Puis la houe lui échappa. Le sol bascula. Elle s'effondra. « Melinda, qu'avez-vous » s'inquiéta Mimi, sa collègue, en courant vers elle. Étendue au sol, Melinda remua légèrement la main droite, simple signe qu'elle respirait encore. Les yeux fermés pour se protéger des vertiges, elle murmura une phrase. « Pourriez-vous me donner à manger, s'il vous plaît ?» Sans la moindre hésitation, Mimi courut dès qu'elle aperçut les affaires de Melinda abandonnées sous l'arbre. Elle fouilla dans son sac, en sortit les repas et revint vers elle. Avec douceur, elle l'aida à se redresser et à s'asseoir, puis lui tendit un bol de patates douces et de foufou accompagné d'une bouteille d'eau. Melinda dégusta avec habileté, se lécha les doigts à chaque bouchée. Lorsqu'elle eut terminé, un frisson léger lui parcourut les chines, comme un souffle neuf. « Melinda, qu'est-ce qui ne va pas ?» Mimi, j'ai de violentes migraines. J'ai l'impression que mon corps m'échappe. Je n'arrive même pas à placer des mots sur ce que je ressens. Vous êtes trempée de sueur. Mimi posa une main sur son front. Non, Melinda, ce n'est pas normal. Votre mari, il a encore osé lever la main sur vous? Non, pas du tout. Je me sens épuisée. Et maintenant, doit vous examiner. Melinda garda le silence quelques secondes avant de répondre. Je suis enceinte de 3 mois. Oh, quelle merveilleuse nouvelle! Mais il faudra aussi lever les pieds. Vous vous épuisez et ce bébé a besoin de calme. Merci, Mimi. J'ai entendu vos conseils. Je vous promets de protéger cet enfant, quoi qu'il arrive. D'accord. Reposez-vous avant de rentrer. D'accord. Reposez-vous avant de reprendre le travail. Vers 15 heures, Melinda abandonna son travail. Les vertiges persistaient, les nausées aussi. Elle reprit le chemin de la maison. Puis, plus elle approchait de la parcelle, plus ses pas ralentissaient. Devant le portail, elle resta quelques secondes avant d'entrer. Dès son arrivée, elle remarqua le silence pesant de la maison l'engloutit. Elle se précipita vers la cuisine, regarda constamment. Elle se précipita vers la cuisine, les regards constamment attirés par l'horloge murale, redouta le moment où Mombasa ramperait. Si la nourriture ne fumait pas dans le plat, elle devrait encore se justifier pour les moindres détails. Alors qu'elle terminait de dresser la table, quelques minutes plus tard, la porte du salon claqua. Melinda, j'arrive Mombasa, je nettoie la cuisine. J'étais interdit de m'appeler ainsi, grogna Mombasa. Mais chérie, pourquoi drames-tu la moindre situation? C'est à moi que tu réponds comme ça? J'étais interdit de m'appeler. C'est à moi que tu réponds comme ça? Je t'ai dit de m'appeler Daddy. Il avança vers la table, les prêts tirés. Où es-tu? Apporte-moi les petits bassins pour que je me lave les mains. Il tira une chaise et s'assit sans les regarder. Melinda revint en tituba, les bassins entre les doigts et les posa au sol. Qu'est-ce que c'est ça? Tu veux que je me penche? Soulève-les.
Désolé, Daddy. Elle les souleva aussitôt. Je pense que tu n'as pas oublié les règles que j'ai imposées dans cette maison. Non, Daddy. Alors, répète-les. Elle reposa les bassins sur la table. Elle essuya ses mains sur sa robe, la gorge sèche. Pas de visite surprise sans t'en informer au préalable. Pas de téléphone pour l'instant, pas d'amis. Je dois te prévenir si quelqu'un essaye de me draguer. Je ne parle à personne des règles que tu m'as établies. Quand tu parles, je me tais et je baisse les yeux. Et mon accoutrement ne doit jamais être indécent. Melinda n'avait même pas terminé de répéter ces paroles que Mombassa éclata. Les sels, tu en mets toujours trop. Tu veux me tuer, c'est ça? Mais je suis désolé. L'assiette vola et éclata contre son visage et imbiba sa robe. Elle ne bougea pas. La sauce dégoulina les longs de son cou. En face d'elle, Mombassa repoussa brutalement sa chaise. L'alcool faisait taguer ses épaules. Puisque tu tenais tant à ce que je ne mange pas, très bien, je vais me coucher. Tu peux finir ton plat, femme misérable. Melinda baissa les yeux vers sa robe tachée. La sauce coulait encore le long de son cou. Elle se dirigea vers la douche, laissant derrière elle le salon plongé dans le désordre. L'eau ruisselait sur son corps, mais elle ne bougea pas. Elle se mordit les lèvres. Elle tira sur ses cheveux. Une brûlure. Des mèches restèrent coincées entre ses doigts. L'eau vira au rose. Elle frappa le mur, puis encore jusqu'à sentir ses jointures brûlées. Elle n'avait pas encore terminé de rassembler ses pensées que la voix de Mombassa éclata à travers la maison. « Melinda, j'ai besoin de toi dans la chambre. » Elle resta immobile. Elle ferma les yeux. Le visage du rêve rêvait, puis celui de Mombassa. C'était ça l'extrait de ce roman, de ce projet que vous le lirez l'année prochaine si Dieu le veut.